Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, nous sommes avec Bruno Le Forestier, vice-président exécutif de Sphère. Bonjour Bruno Le Forestier. Bonjour Magali Forestier. Oui, c'est pas voulu, hein, mais bon, c'est un beau nom en tout cas. Oui. Merci d'être avec nous dans On se dit tout. On va parler évidemment des valeurs que vous portez en tant que décideur engagé, mais vous connaissez le principe de l'émission. On va d'abord parler de vous, de vos passions, de ce qui fait qui vous êtes aujourd'hui, de ce qui vous a porté dans la vie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur votre parcours, par exemple? Moi, j'ai un parcours assez traditionnel. Je suis une famille d'enseignants. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur ou l'assimilé, qu'on appelle une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion, enchaînée avec un diplôme à Subdeco Montpellier et l'IAE de Montpellier. Ouais. Et que j'ai parfait quelques années après être entré dans la vie active, que j'ai parfait par un exécutif MBA à l'ESCP Europe. Ouais. Donc très scolaire, en fait, finalement. Vous faites le métier que vous vouliez faire? Pas du tout. Non? Non, comme quoi beaucoup de garçons de mon âge à cette époque, moi je voulais être pilote de ligne. Ouais. Alors c'est une particularité, ça m'a tout de suite dirigé vers les sciences, alors qu'en fait finalement je suis beaucoup plus à l'aise avec l'humain, la gestion, le management. On y reviendra sûrement. Mais adolescent, c'était pilote de ligne et rien d'autre. Et puis bon, Alors, qu'est-ce pour qui a des fait... raisons qui sont que j'ai pas pu le faire en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait alors que vous avez pris ce virage, en tout cas de société qui conseille les entreprises dans le domaine du numérique aujourd'hui? Oui, ben ça c'est en fait un enchaînement d'étapes. C'est vrai que tout a une explication, mais quand je vais être pilote de ligne, je suis plutôt dans les sciences. Ensuite, je me retrouve sans être pilote de ligne. Qu'est-ce que je fais? Je suis plutôt matheux, physicien, j'ai un bac scientifique, donc je pars maths sup, maths spé, prépa, commence une école d'ingénieur, ça me plaît moyen, et là je dis mais je me suis trompé en fait, si je suis pas pilote de ligne, moi je veux pas être ingénieur. Ouais. C'était pas ma vocation, c'est pas mon truc en fait, construire quelque chose ou l'imaginer. Moi j'ai besoin du contact avec les autres, et j'ai besoin d'être quelqu'un qui va aider et comment dire, donner le... J'ai souvent employé ce mot-là, empowered, enfin qui est un mot anglais, pardon, et qui est de donner en fait les moyens aux personnes de se réaliser. J'ai tout de suite eu ce goût-là. Ouais, donner l'impulsion en tout cas. Donner l'impulsion. À vos équipes. Licence de sciences, je dis bon, il faut aller vers la gestion, vers le commerce, et la maîtrise d'info était un passage. Puis l'école de commerce, puis après dans la vie active. On est au début des années 90. Ce qui emploie beaucoup des jeunes diplômés, c'est le monde de l'informatique déjà à cette époque-là, notamment dans les carrières commerciales. Contact, goût des autres, et puis après très vite management. Et donc aujourd'hui, Sphère accompagne les entreprises dans leur transformation numérique. Oui. C'est un gros enjeu en mettant à leur disposition des ressources spécialisées dans le développement d'applications de pointe. C'est un secteur en mouvement permanent en fait. Il faut s'adapter. C'est un secteur en mouvement permanent qui existe depuis maintenant longtemps. Alors on en parle beaucoup, hein. C'est vrai qu'on dit souvent transformation numérique, ça fait peut-être 10 ans qu'on dit ça, donc c'est un nouveau terme finalement. Ça veut tout dire et pas dire forcément grand-chose. On a l'habitude de penser chez Sphère que la transformation numérique, c'est surtout être capable d'appréhender les technologies d'aujourd'hui et puis celles de demain. Et d'imaginer des choses nouvelles avec ces technologies d'aujourd'hui et celles de demain, ça transformera peut-être notre société, peut-être les entreprises. Vous dites peut-être, vous n'en êtes pas convaincu? Parce que toutes les technologies ne vont pas avoir le même succès. Oui. Donc je dis peut-être parce qu'il y a des technologies qui sortent mais qui finalement n'apportent pas grand-chose. Rappelez-vous des lunettes Google Glass. Oui. Fantastique technologie. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant... Éthiquement pas capable de s'imposer. Difficile de croiser quelqu'un si on ne sait pas s'il filme ou si on ne filme pas. Donc quelque part, c'est ça où les avancées technologiques, à un moment donné, parfois, elles ne vont pas au bout. Voilà, d'où le peut-être. Elles doivent accompagner, en tout cas donner des facilités à l'humain et pas être une contrainte supplémentaire peut-être. C'est ça l'humain, on peut rebondir, hein, mais aujourd'hui on parle que de générative IA, vous avez vu, l'intelligence artificielle, voilà, c'est le sujet du moment, on en parle énormément. Et c'est très bien, on y reviendra peut-être, mais n'oublions pas en fait, la première chose c'est l'humain. À partir de là, il faut quand même le prendre en compte. Par contre, vous dites, alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai lu une de vos déclarations, chaque entreprise doit devenir une tech compagnie. C'est votre conviction? Oui, parce que je pense que pour illustrer ça, en fait, on peut regarder, moi je me m'appuie souvent sur le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez concevoir de vivre sans votre smartphone?
Alors personnellement, oui. Oui, mais est-ce que vous vous sentiriez professionnellement, alors j'imagine bien, ou moi aussi en vacances, je peux le poser, je suis super content. Ouais, mais dans le quotidien, dans son travail et de sa vie, la tech, elle est dans la poche. Et oui, et puis aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, puisque tout doit se faire à travers ça, bien sûr. Donc à partir de là, tout service, toute entreprise doit intégrer la dimension technologique dans la valeur ajoutée qu'il propose à ses clients. Alors pour être à la pointe du numérique, la formation, c'est hyper essentiel. Comment est-ce que votre entreprise fait face à ce défi de la formation? C'est un défi, mais c'est surtout un enjeu. Oui. On parlait tout à l'heure de technologie. Comment les technologies sont adoptées? Elles sont adoptées parce qu'on va bien les apprendre et donc on va être bien formé sur le sujet. Chez Sphère, c'est ce qu'on a fait en fait depuis maintenant une dizaine d'années. Quand une technologie nous paraît être pertinente, pérenne dans le temps, en tout cas utile pour le lendemain, eh bien on s'est dit le meilleur moyen qu'elle soit adoptée, c'est qu'on forme bien les personnes à ça. Donc on a depuis toujours lancé des sessions de formation, d'acculturation, comme on dit, de nos propres équipes, mais aussi des équipes autres, en fait, des gens qui sont juste férus de techno, qui ont envie d'apprendre, des gens chez des clients, chez des partenaires, et on les a formés à la technologie pour qu'ils s'en servent correctement. Et c'est comme ça, souvent, que les technologies perdurent. C'est ce que vous appelez le système des formateurs volontaires. C'est système des formateurs volontaires, pas tout à fait. Non. Ça, c'est plus pour l'interne, c'est qu'après la formation, pour revenir à l'enjeu dont vous parlez, d'accord. L'apprentissage de la techno, comment elle reste pérenne. Le 2, c'est comment transmettre. Voilà. C'est comment transmettre le fait qu'on sache et qu'on veut le transmettre à quelqu'un et comment on a envie aussi de l'apprendre de quelqu'un d'autre et devenir soi-même demain un formateur. Et ça, c'est essentiel en fait, parce que notre société, elle vit quand même avec le besoin de transmission en permanence, d'apprentissage et de transmission. C'est pas seulement être un technicien, entre guillemets, au sens noble du terme, un ingénieur, quelqu'un qui va concevoir des choses, mais on les conçoit pour quelque chose. Et on les conçoit aussi pour transmettre. Et ça, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, comme à Didier d'ailleurs, qui est mon co-CEO dans l'entreprise. Alors ça, c'est une autre particularité, justement, la double dirigeant dans cette entreprise, que vous transposez, d'ailleurs, ce modèle est transposé un petit peu, cette philosophie. Oui, à l'image des poupées russes, en fait, chaque entité a aujourd'hui un binôme qui la dirige, avec responsabilité égale, mais champ d'action un peu différent. Ça répond à plusieurs choses. C'est que déjà, on est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Enfin, pour la prise de décision, c'est pas compliqué. Pour la prise de décision, petite confidence, puisqu'on a pour parler un peu de nous. Voilà. On a fait au début de cette décision d'être co-dirigeant, on a fait une matrice de responsabilité. Donc chacun son domaine. Extrêmement bête. Voilà, toi tu vas t'occuper de ça, toi ça, toi. Et puis en cas de conflit, on aura une session. J'allais dire une audience d'arbitrage, on peut aller voir pour savoir. On n'est jamais allé, on n'a jamais rouvert le fichier, on n'a jamais eu besoin. En phase. En fait. On est en phase en fait. Puis avec le temps, on se connaît très bien. La particularité aussi de Sphère, c'est que vous êtes indépendant. Oui. Expliquez-nous, pourquoi ce choix? Bon, c'est un choix très, très personnel. Alors, quand on dit indépendant, ça veut dire qu'on n'appartient à aucun groupe. Oui, c'est ça. Qu'on n'est pas sur nos côtés en bourse. Et on appartient à un fonds d'investissement familial. Encore une fois, on revient au sujet de transmission. Ça sera un peu le fil conducteur, je pense, de mon propos aujourd'hui. Absolument. Mais dans lequel on a partagé la valeur en faisant rentrer au capital les associés, dont nous sommes partis. Et au global, aujourd'hui, près de 36% du capital est détenu par des associés de l'entreprise à travers plusieurs véhicules, dont une société des managers. Et peut-être une deuxième maintenant. Vous parlez de manager, mais pour vous, il n'est pas question de manager les équipes, mais plutôt d'animer les équipes. Ça aussi, la formulation est importante? Quand on dit manager, souvent, c'est compris dans le langage grand public comme étant une notion de chef. Oui, oui. Une notion de pouvoir, peut-être. Chef ou de pouvoir. En fait, l'important, c'est d'avoir un leadership. C'est de transmettre, encore une fois, en mot transmission, mais c'est de transmettre sa vision, son idée. Et en fait aussi, par rapport à la formation tout à l'heure, d'expliquer le pourquoi du comment de ces décisions. Et à un moment donné, on a mis ça en place dans l'entreprise, qui est ce qu'on appelle un fonctionnement holacratique, c'est-à-dire que on se réunit autour d'un thème et chacun contribue, et puis quelqu'un rapporte, et puis ce thème, on le fait avancer, on le fait évoluer. C'est assez important, en fait, parce que si vous ne pouvez pas obtenir des gens s'ils n'ont pas envie de le faire. Oui, il faut adhérer au Donc déjà, il faut déjà savoir ce qu'ils veulent faire à leur place, c'est compliqué, et je pense qu'on n'a pas la prétention de ça. Mais par contre, eux ont des envies. Et si on est capable de les mettre en œuvre, on a gagné quelque chose quand même. On va passer à la question d'une jeune fille accompagnée par la Fondation Mosaïque à présent, fondation dédiée à l'inclusion économique. Mosaïque est une fondation qui agit contre les discriminations à l'emploi. C'est juste après le jingle.
La question de cette jeune fille de la Fondation Mosaïque pour vous, Bruno Le Forestier. Vous l'avez choisie parmi plusieurs questions qui ont été proposées par cette fondation. Comment garantissez-vous l'égalité de traitement dans vos processus de recrutement ? C'est une question intéressante. D'abord, elle est très légiférée quand même en France, en termes d'envoi de CV et lecture de candidature. Bien sûr. Donc quelque part, il y a un cadre légal sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est une question qui m'intéressait parce que on a la prétention, pardon de dire ce mot-là, chez Sfer d'embaucher des personnes qui sont avant tout compétentes. Oui, forcément, quand vous êtes très pointu. C'est donc quelque part, peu importe tous les termes discriminants qu'on pourrait imaginer. Bien sûr. Et donc, et c'est même quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que chaque personne qui va être embauchée dans l'entreprise devra répondre à des tests techniques, des tests algorithmiques, donc de programmation, des tests de langage, des tests de plateforme, avec 3 personnes différentes, c'est 3 fois 1 heure. C'est la garantie d'avoir des compétences qui sont d'un très bon niveau. Alors les compétences, vous les trouvez dans la diversité ? Parce que c'est un milieu quand même assez pointu. Alors c'est un milieu pointu, c'est un milieu dans lequel on dit aujourd'hui il n'y a pas assez de femmes. Je ne peux pas rentrer sur ce schéma-là. Je veux dire, moi, je ne suis pas sociologue, je ne sais pas ce que font les filles, de quoi elles rêvent, si elles ne veulent pas faire de l'informatique, j'en suis pas responsable. En revanche, ce qui est important, c'est que... Par contre, on peut leur donner envie de rentrer dans ces métiers. Et oui, mais moi, je suis d'accord pour ça. Et on peut le promouvoir. Oui. Et d'ailleurs, ce qu'on dit souvent, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de la diversité dans nos équipes. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va développer, ce qu'on va faire, ce qui va être utilisé demain par des clients ou le grand public, doit pouvoir correspondre à tout le monde. S'il correspond à tout le monde, il faut qu'il y ait quand même quelque part la conception, eh bien, toutes les tendances, toutes les idées de tout le monde pour que ça soit conçu. Donc évidemment, on en a besoin. Comment donner goût ? Honnêtement, beaucoup de gens parlent le soir et ont des idées, j'en ai pas. Je ne sais pas comment donner le goût aux petites filles ou d'avoir envie de faire de l'informatique, je ne sais pas. C'est vrai, ça passe... On ne peut pas leur dire que Sfer, c'est une super boîte pour ça. On est très bien, ça progresse chez nous, mais on a pas assez de population féminine, mais moi, je ne peux pas... Question de culture aussi, et d'inciter peut-être en amont à l'école ou même dans le milieu familial. La question de VL à présent, la VL, c'est le média de référence des 17-27 ans, la start-up qui révolutionne aussi les salons de recrutement, c'est juste après le jingle. La question de VL pour vous, Bruno Le Forestier, quels sont vos grands enjeux en matière de recrutement dans les années à venir ? Les grands enjeux du recrutement, ils sont forcément liés à ce qui est en train d'arriver tout à l'heure, j'en parlais, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou l'IA générative. Alors qu'est-ce que c'est en fait finalement déjà, et puis pour comprendre ce que c'est que le recrutement. Il y a 2 façons de recruter. Il y a soit on clame le fait qu'on veuille recruter, donc on met des annonces, et puis ça intéresse des gens, et les gens postulent, et il faut trier. Okay. Là, on pourrait comprendre assez efficacement qu'une IA un peu entraînée puisse travailler sur les CV, les candidatures, et sortir par rapport à sa grille de lecture les principales qui sont intéressantes. Mais dans notre cas de figure, c'est pas ça. Nous, aujourd'hui, les compétences qu'on recherche, elles sont très recherchées, elles sont souvent employées. Il faut les identifier, et puis il faut leur donner le goût de venir dans l'entreprise. On a aujourd'hui une renommée qui est, somme toute, forte dans notre secteur, dans notre écosystème, mais pas une renommée naturelle. Et donc, on est constamment à la recherche de nouvelles compétences. Donc aujourd'hui, l'enjeu du recrutement pour nous, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter à quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui est un expert, comme valeur de travail, de partage et d'appartenance, non, mais d'adhésion à notre projet. La réponse, c'est quoi alors ? Parce que la question est bonne. La réponse, elle est la suivante. Tout à l'heure, je parlais du processus de recrutement. Déjà, le processus de recrutement, il a double sens. Quand on passe au temps d'entretien, finalement, on a aussi le goût de l'entreprise. On rencontre plusieurs personnes et on a peut-être envie de travailler avec les personnes. Et donc, la réponse, c'est être entouré des meilleurs experts de son domaine, des gens qui vont avoir envie de partager et qui vont apprendre de vous en fonction de votre expertise. Ça, c'est comme tout, mais c'est une réalité. Et puis après, un environnement de travail, c'est de la bienveillance, mais c'est aussi la capacité d'évoluer. Et puis, ça devient aussi un pédigré au bout d'un moment. Aujourd'hui, les salariés qui sont rentrés chez Sfer, qui sont des experts, ne seront plus jamais challengés sur leur expertise. Oui, bien sûr. C'est un label. Merci beaucoup, Bruno Le Forestier, d'avoir participé à On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission. Et on se retrouve évidemment très bientôt pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.